aujourd'hui, comment est-ce que quand on est sur le continent africain, dans une ville comme Dakar, confronté à un modèle de développement qui est très urbain, très dans la construction d'immeubles, de routes, d'autoroutes, enfin vraiment dans la réplication la plus totale du modèle des sociétés occidentales industrialisées, alors qu'on est au XXIe siècle et on a bien conscience que ça ne va pas être possible de continuer dans ce sens-là. La question, ça devient comment est-ce qu'on réussit à renouer avec des modes de vie soutenables et des savoirs et des technologies un peu low-tech sans que ce soit vécu comme du retour en arrière. Au fond, ça pose la question de quelle est la modernité africaine alternative qu'on peut proposer et quelles sont les ressources dont on dispose pour l'inventer et surtout la mettre en œuvre. Et vous, donc, du coup, Mariama Diallo, avec votre expérience à la fois de chercheur et en même temps de militante de terrain, comment est-ce que vous répondez à cette question ? Alors, quand on parle de problématiques écologiques ou de solutions justement face à ces problématiques-là, on a l'impression que l'Afrique souvent est un terrain vierge où on n'a pas forcément de solution et que la plupart des choses qui sont proposées nous viennent souvent, on va dire, des arènes, entre guillemets, des arènes internationales comme les COP, les conférences des partis, ou au niveau des institutions internationales ou des pays occidentaux. Et donc, finalement, comme le développement, comme ça a été le cas justement du développement, de la modernité, l'Afrique doit un peu suivre l'Occident dans ses différentes étapes pour accéder à une certaine croissance, pour accéder à un certain développement. Sur la question de l'écologie, on réplique à peu près le même modèle en fait. C'est finalement des solutions qui sont proposées, c'est des technologies, c'est des innovations, etc. qui nous viennent d'ailleurs et qu'on doit mettre en place pour, entre guillemets, pouvoir sauver le climat. Or, dans cette démarche-là, on oublie que l'Afrique a des potentialités. L'Afrique a déjà développé des solutions en matière de préservation de la biodiversité, en matière de développement socio-économique basé sur les écosystèmes, basé sur le respect de la nature, et ce depuis très très longtemps. J'ai souvent tendance à dire que des méthodes de protection de l'environnement en Afrique, elles sont ancrées même dans les pratiques culturelles, dans les pratiques cultuelles, et ça, bien avant les colonisations arabes, occidentales, etc. Et justement, de par ces différentes colonisations-là, nous avons perdu un peu ce rapport-là qu'on entretenait avec la nature. Et c'est ce rapport-là même qui nous permettait de nous inscrire finalement dans une démarche de protection de la nature, parce qu'il n'y avait pas une différence importante entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture. C'était vraiment en harmonie. Et donc, il y avait énormément de solutions, énormément de pratiques de vie, de pratiques culturelles qui permettaient de protéger la nature. Donc, finalement, avec ces deux colonisations-là, il y a une rupture extrêmement importante et il faut aussi rappeler que la colonisation est là. Et elle a été à l'origine d'une destruction des écosystèmes. Quand on voit par exemple le développement des cultures de rente, où on rasait des milliers et des milliers de forêts pour pouvoir produire du cacao, pour pouvoir produire de l'arachide au Sénégal, etc. Donc c'est la destruction de l'environnement. Elle précède en fait aujourd'hui, elle précède, elle précède aujourd'hui nos vies quotidiennes. La destruction de l'environnement, c'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui avec les tentatives, on va dire, de développement socio-économique des pays africains. Et je pense que ça, il faut qu'on l'ait en tête. Et une fois qu'on a cela en tête, il est important de faire en sorte de s'inspirer en tout cas de ces solutions-là qui préexistaient. Et je pense que l'écologie africaine doit pouvoir tirer en tout cas, tirer des leçons de ces savoirs-là, voir justement comment les
comment les réactualiser, comment les valoriser davantage, c'est extrêmement important. L'autre aspect de la modernité de l'écologie africaine, je pense que ça doit être une écologie aussi qui prend racine dans nos pratiques de vie. Il ne sert à rien de s'enfermer dans une sorte d'écologie moralisatrice, imposée d'ailleurs, qui serait même punitive, ne touchez pas aux ressources, alors que l'utilisation des ressources naturelles aujourd'hui, c'est aussi un enjeu de survie pour les communautés locales qui vivent à côté des écosystèmes, qui dépendent de ces écosystèmes-là. Nos économies locales en dépendent, c'est l'agriculture, c'est la pêche, etc. Donc, il faut que les solutions que l'on propose puissent partir de ces pratiques de vie-là. Il faut aussi qu'elles puissent être facilement duplicables, facilement appropriables. Ça ne sert à rien d'emmener un outil qui a été fabriqué à des milliers et des milliers de kilomètres qui, demain, quand il est utilisé, quand on a une petite panne, tout s'arrête, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous expliquer comment est-ce que justement vous utilisez ces situations de problème pour fabriquer de la solution qui s'intègre dans un mode de vie durable et qui répond vraiment aux besoins des populations de manière adaptée? Ce qu'on fait, c'est de pouvoir développer des solutions à partir des matériaux locaux qui existent. Je donne un exemple très concret. Au Sénégal, par exemple, l'une des premières causes de la déforestation, c'est le charbon de bois. C'est-à-dire ? C'est le charbon de bois qui est utilisé pour faire la cuisine, etc. Donc on coupe les arbres justement branches. Pour en faire du charbon de bois. Effectivement, il y a d'autres usages comme les meubles, etc. Mais la principale cause de déforestation, c'est pour faire du charbon de bois. Pour préparer, pour cuisiner. Pour cuisiner. Donc on en a besoin. Tous les jours, tout à fait. Donc c'est un enjeu vital. Et c'est pour ça aussi que je parlais d'écologie moralisatrice tout à l'heure, parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, arrêtez de cuisiner, c'est de dire aux gens, arrêtez de manger concrètement. Et donc ce qu'on fait, c'est effectivement, on initie des campagnes de reboisement avec les communautés locales, parce que ça permet aussi de pallier à la déforestation, mais on essaie aussi de prendre le mal à la racine, c'est-à-dire de produire finalement un combustible qui peut se substituer justement au charbon de bois et qui permet à ces communautés locales-là de pouvoir continuer à faire la cuisine tous les jours, parce que c'est un enjeu vital. Et c'est ainsi qu'on a, avec les communautés locales et des gens qui sont dans l'innovation, réfléchi sur du charbon de paille. La paille, c'est quelque chose, c'est de la biomasse en fait qui est disponible à la fin de chaque hivernage, au mois de décembre, au mois de janvier. Et souvent même, cette paille-là, elle peut être problématique parce qu'elle contribue au feu de brousse, etc. Et donc, c'est de voir comment récupérer cette paille et d'en faire un combustible, c'est-à-dire d'en faire un charbon qui peut être utilisé au quotidien par ces femmes-là et qui permet en même temps de lutter contre la déforestation. On est dans des formations pratiques pour les femmes et les jeunes qui le souhaitent, et ça permet une durabilité de ce produit-là, parce que la matière, elle est là, on est sûr que de la paille, on va en avoir chaque année, parce que chaque année, il va pleuvoir, et il y aura de la paille derrière. Donc, c'est des solutions comme ça, basées sur nos ressources locales, basées sur des formations sur des formations également très très concrètes qui vont permettre que ces solutions-là soient duplicables derrière. Le premier niveau, c'est comment en fait, quand on parle par exemple à une femme qui est dans un village très très reculé, comment on lui parle de la problématique écologique. Il faut absolument en fait remettre cette problématique-là en lien avec ses pratiques de vie, avec ses pratiques quotidiennes. Quand vous lui parlez de changement climatique, d'augmentation des gaz à effet de serre, effectivement, ça va pas lui parler. Quand vous allez lui dire que, vous voyez que la quantité d'huîtres que vous récoltez tous les jours en mer, elle diminue, là, elle va pouvoir vous faire tout un discours sur il y a 10 ans, j'avais 20 kilos par jour, aujourd'hui j'en ai 10. Mon mari qui est pêcheur, il galère aujourd'hui pour avoir des poissons.
la pluie elle est extrêmement perturbée, etc. Donc il faut ramener ça vraiment à des choses concrètes, des choses basiques de la vie de tous les jours qui parlent à ces communautés locales-là. Mais tant qu'on reste un peu dans les discours, on va dire, très globaux, dans les choses abstraites, ça va être extrêmement compliqué. Et je pense que pendant très longtemps, c'est pour ça aussi que la question écologique, elle avait du mal à émerger dans nos sociétés, et même dans d'autres sociétés aussi, parce que on voulait en faire quelque chose de très très élitiste, un truc de scientifique qui ne parle pas forcément aux communautés locales. Et la deuxième chose, c'est de voir comment aussi à partir justement de ces problématiques de vie, de réfléchir sur des solutions qui partent de nos ressources locales, encore une fois, mais qui puissent être mises en œuvre facilement par les communautés locales. Aujourd'hui, on parle beaucoup de géosciences, de capter le CO2, enfin, des choses vraiment très, très... des choses très techniques, Des très solutions scientifiques. technologiques, en fait. Voilà. Des technologiques high-tech. High-tech qui sont très très complexes et qui, même si un jour elles sont développées à grande échelle, je veux dire, ça va contribuer à développer des relations géopolitiques, etc. Il y aura vraiment des enjeux de positionnement entre pays, etc. Donc, dans ce concert-là, je pense qu'il est important pour nous, Africains, de voir comment, à partir des ressources dont nous disposons, de construire des solutions qui sont adaptées. Et encore une fois, la question qui se pose, c'est la question de la durabilité. Comment faire en sorte que ces solutions-là puissent être mises en œuvre dans la durée? Parce que si une solution elle est mise en œuvre pendant un mois, un an, c'est pas ces types de solutions-là en fait qui vont permettre vraiment d'endiguer aujourd'hui la tendance des changements climatiques. Il faut quelque chose de plus durable et pour que ces choses-là soient durables, il faut qu'elles soient faciles à expérimenter, facilement duplicables, facilement appropriables par les communautés locales. Et il faut aussi que ces solutions-là fassent sens pour les populations locales. On associe comme ça écologie et économie. Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à des solutions portées par le marché et au fond, tu vois, avec toute la finance verte, etc. En fait, aujourd'hui, en France, en Europe ou dans les économies très capitalistes, c'est complètement un discours qui est investi par un type d'acteurs qui utilise le prétexte écologique pour, au fond, renforcer des dynamiques de marché. Oui, effectivement, c'est vrai que le risque d'associer économie et écologie peut paraître ressembler en tout cas à un peu de greenwashing, mais justement, ça dépend aussi de quel type d'économie. On ne parle pas entre guillemets, de la grande économie portée par les multinationales, on ne parle pas du marché de carbone ou de la compensation, on parle surtout d'une économie locale, portée par des communautés locales, portée par des PME qui justement font attention à ce qu'ils font. Je crois que l'enjeu fondamental, c'est justement de pouvoir développer encore une fois une économie qui est respectueuse de la nature. C'est qu'en fait, la protection de la nature, l'écologie, elle est pensée en amont même de l'activité économique ou au moment même de développer l'activité économique. Ce qui est différent pour les grandes multinationales qui souvent gardent les mêmes modes de production, gardent les mêmes procédés, etc. Et finalement font du RSE par la suite ou vont acheter des crédits carbone pour pouvoir justement compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'elles émettent, donc c'est complètement différent en tout cas. Et c'est justement aujourd'hui, je pense, le fait de développer cette économie locale-là, basée sur les ressources naturelles, c'est aussi une aubaine en fait pour ne pas tomber dans la grande industrialisation portée par les multinationales. Au contraire, elle nous sauve en fait de cette économie-là qui a montré ses limites aujourd'hui.